Dans cette vidéo, on va passer en revue tout ce qui concerne le dénombrement, tout ce qui est au programme en classe de PCSI. On va énoncer un certain nombre de définitions et de théorèmes, et finalement, pas grand-chose de nouveau par rapport à ce que vous avez vu au lycée. En fait, ce n'est pas tant les résultats, ici les théorèmes qui vont nous intéresser, mais plutôt les raisonnements qu'on va utiliser quand on va faire la démonstration de ces théorèmes. Donc c'est ces raisonnements-là qui sont importants parce qu'ils vont nous apprendre justement à faire du dénombrement. Et on va commencer par la notion de cardinal d'un ensemble fini. On va en donner une définition très intuitive. On va dire que E est un ensemble fini lorsqu'il contient tout simplement un nombre fini d'éléments. Et bien ce nombre fini d'éléments, on va l'appeler cardinal. Okay, donc c'est juste, en fait, on compte le nombre d'éléments qu'il y a dans E, et c'est ce nombre qu'on appelle le cardinal de E. Quelques propriétés vérifiées par le cardinal d'un ensemble fini. Ben, premièrement, si A est une partie de E, c'est-à-dire que c'est un ensemble qui est inclus dans E, et on va noter ça de cette manière-là. Et bien alors nécessairement A est fini, le nombre d'éléments de A est aussi un nombre fini, et en plus ce nombre d'éléments, donc le cardinal de A, ben, il est plus petit que le cardinal de E. Ça paraît logique. Vous avez grand E qui est un ensemble qui contient un certain nombre d'éléments, ce nombre d'éléments c'est cardinal de E. Si A est inclus dans E, c'est que c'est un ensemble qui contient, certains éléments de E et pas d'autres, et du coup le nombre d'éléments de A est bien plus petit que celui de E. Deuxième propriété, le complémentaire qu'on va noter A bar de A dans E, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A, eh bien est aussi fini, et son cardinal c'est tout simplement le cardinal de E moins le cardinal de A. Alors, ça paraît logique également, puisque A bar, donc c'est l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A, donc que j'ai représenté ici. Et donc ici, je vois bien que si je fais la somme cardinal de A plus cardinal de A bar, j'ai l'ensemble des éléments de A plus l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A, et j'obtiens bien le nombre d'éléments de E. Il n'y a pas de difficulté avec ces premières propriétés, on comprend bien pourquoi elles sont vraies de manière très intuitive. Troisième propriété, si A est une partie de E, c'est-à-dire A inclus dans E, alors on a l'équivalence suivante. A est égal à E si et seulement si cardinal de A égale cardinal de E. Alors il y a un sens qui est évident, c'est ce sens-là. Effectivement, si A égale E, ben, le nombre d'éléments de A il est égal au nombre d'éléments de E. Maintenant, pour l'autre sens, eh bien, vous avez A qui est une partie de E, donc A c'est un ensemble d'éléments de E, mais qui contient exactement le même nombre d'éléments que E. Donc en fait, forcément, A contient tous les éléments de E, puisqu'il contient les éléments de E et il a le même nombre d'éléments que E. Donc dans ce cas, ben, on a effectivement A qui va être égal à E. Quatrième propriété, si vous prenez A et B, deux parties de E, donc, qui vont être donc de cardinal fini et plus petit que E, et bien si je regarde l'union de A et B, le cardinal, donc le nombre d'éléments dans A union B, est égal au cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A union B. Alors pareil, essayez de comprendre avec un dessin. Je considère A une partie de E, pareil pour B, et maintenant je vais regarder A union B. Par définition, les éléments qui sont dans A union B, c'est les éléments qui sont soit dans A, soit dans B, donc en fait ce sont tous ces éléments qui sont ici. Ok. Et là je cherche à savoir combien il y a d'éléments dans A union B. Bien pour cela, je vais compter tous les éléments de A. Okay. Il y en a un certain nombre ici que je coche. Plus les éléments de B, donc il y en a un certain nombre égal à cardinal de B, pareil que je coche. Et en fait, en faisant ça, ben, on voit bien ce qui s'est passé, c'est que les éléments qui étaient à la fois dans A et dans B, ben, je les ai comptés deux fois. D'où le fait que dans la formule, eh bien, on enlève le nombre d'éléments qu'il y a dans A inter B, puisque ces éléments, si ils apparaissent à la fois dans on les compte à la fois dans le nombre d'éléments de A et le nombre d'éléments de B, donc il faut les retrancher une fois. Ok, cette formule, elle est assez simple à comprendre. Et en particulier, en fait, ce qu'on peut toujours dire, c'est que le nombre d'éléments qu'il y a dans A union B, bien, il est toujours plus petit que le nombre d'éléments dans A plus le nombre d'éléments dans B. Avec égalité, finalement, si et seulement si nos parties A et B sont disjointes. C'est-à-dire si A inter B égale l'ensemble vide, donc le cardinal de A inter B
est nul. Et là, on voit bien qu'on a le cardinal de A union B qui est égal au cardinal de A plus le cardinal de B, puisqu'on fait la somme du nombre d'éléments dans A et dans B. Ce qu'on vient d'énoncer s'étend en fait à plus de 2 parties, en fait à P partie de E. Le cardinal de l'union de ces P parties va toujours être plus petit que la somme des cardinaux. Et avec égalité, si et seulement si, bien les parties sont 2 à 2 disjointes. Bon, la raison, c'est la même, hein, c'est que quand vous faites la somme des cardinaux, bien en fait, vous comptez plusieurs fois les éléments qui sont dans A1 et dans A2, etc., etc. Alors, il existe des formules pour compter exactement le nombre d'éléments dans l'union, en fait, qui fait intervenir le cardinal des parties et aussi les cardinaux des intersections. Mais bon, cette formule, elle est compliquée. Regardons-la pour 3. Si je regarde le cardinal de A union B union C, eh bien, je vais commencer par compter le nombre d'éléments dans A, le nombre d'éléments dans B, le nombre d'éléments dans C. Mais en faisant ça, c'est la même chose que tout à l'heure. On a compté deux fois à chaque fois les éléments qui étaient dans l'intersection, donc je vais les enlever. Mais en faisant ça, regardez, observez ce qui se passe pour l'intersection des 3 ensembles. Bien, on les a comptés une fois en faisant cardinal de A, une fois en faisant cardinal de B, une fois en faisant cardinal de C, donc on les a comptés 3 fois, en fait, ici, en faisant cette première somme. Puis, on les a enlevés une fois, puisqu'ils étaient dans A inter B. On les a enlevés une seconde fois, puisqu'ils sont aussi dans A inter C. Et on les a enlevés une 3e fois, parce qu'ils sont aussi dans B inter C. Donc, on les a comptés 3 fois, et on les a enlevés 3 fois. Donc, il faut les rajouter. Donc, voilà la formule pour 3 parties. Alors après, on peut faire pareil pour 4, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on commence à avoir ce type de raisonnement, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie, en fait. C'est qu'il vaudrait mieux raisonner sur le complémentaire, puisque le complémentaire d'une union, en fait, ça va être tout simplement une intersection. En effet, si je veux compter le nombre d'éléments qu'il y a dans A inter B, donc dans A union B, pardon, donc ici, eh bien, je peux regarder plutôt le nombre d'éléments qu'il y a dans le complémentaire. Et qu'est-ce que c'est que le complémentaire de A union B? C'est tous les éléments qui ne sont ni dans A ni dans B, c'est-à-dire l'intersection du complémentaire de A et du complémentaire de B. Okay, donc quand il y a un grand nombre de parties, plutôt que de compter le nombre d'éléments dans A union A1, union A2, etc., etc. jusqu'à AP, on va plutôt regarder le complémentaire, sinon on comprend bien qu'on se retrouve avec des formules de ce type-là qui sont compliquées. On va énoncer ici un théorème que vous connaissez sans doute sur le cardinal d'un produit cartésien. Si vous considérez E et F deux ensembles finis, alors le produit cartésien E croix F est également fini et le cardinal de E croix F, c'est tout simplement le produit des cardinaux. Ceci se généralise à P ensemble fini. Le produit cartésien de mes P ensemble est fini et le cardinal de ce produit, eh bien, c'est tout simplement le produit des cardinaux. Donc c'est pas tant ce théorème qui m'intéresse que le raisonnement qui va apparaître dans la démonstration qu'on va faire tout de suite. Démontrons ce résultat et commençons par noter NE et NF, les cardinaux de E et F. Qu'est-ce que c'est qu'un élément de E croix F? Eh bien, c'est tout simplement un couple EF avec E dans E et F dans F. Et notre but ici, c'est de compter de combien de façons je peux construire un tel objet. Alors justement, construire un tel objet, c'est, premièrement, on va choisir un élément E de E, et j'ai NE éléments dans E, j'ai donc NE possibilités. Je choisis un élément F de F, j'en ai NF possibilités. Alors on peut représenter ça à l'aide d'un arbre. Prenons un exemple, NE égale 6 et NF égale 4, juste pour simplifier. Voilà ce qu'on voit dans certaines copies. Donc les élèves représentent les arbres comme ça pour dire qu'il y a 6 choix pour le premier, 4 choix pour le deuxième. Mais en fait, on relie pas ces nombres. Donc là, de temps en temps, les élèves font la somme des deux, donc ils trouvent 10 choix. Ou alors le produit, mais on comprend pas trop d'où ça sort. Alors en fait, ici, pour bien comprendre le raisonnement, parce que bien sûr c'est le produit des deux, en fait on va avoir NE fois NF possibilités. Ce qui vous manque ici dans la description de la construction d'un tel objet, c'est le mot puis. C'est-à-dire qu'en fait le choix de F dans F se fait après avoir choisi l'élément E de E. Donc je vais représenter ici mes NE branches, donc ici mes 6 branches correspondant au choix de E. Donc bien 6 possibilités. Puis une fois qu'on a choisi notre élément de E, on a encore
nf possibilités pour le choix de l'élément de f. Donc, je choisis un élément de E, donc par exemple, hop, je choisis celui-là. Une fois que j'ai choisi, j'ai encore 4 choix possibles, ok? Et ceci pour chacun des 6 éléments ici dans mon arbre, d'éléments de E que je peux choisir. Ce qui me donne bien en tout, ici, 24 possibilités. Donc on comprend bien que pour chaque élément des NE éléments de E, j'ai NF possibilités comme pour l'élément de F, donc ça va me donner NE fois NF possibilités. Ce qu'il faut vraiment retenir dans ce raisonnement, dans cette démonstration, c'est que quand vous utilisez un puits pour construire un élément, pour compter le nombre d'éléments, le nombre de façons dont on fait quelque chose, l'utilisation d'un puits va correspondre à un produit, puisque c'est une fois le premier choix fait qu'on a encore un certain nombre de possibilités, donc on va les multiplier. Ok, donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est le puits égale entre guillemets la multiplication. La deuxième partie du théorème, elle est simple, en fait elle se démontre par récurrence sur P, en écrivant dans l'hérédité que le cardinal de ce produit cartésien, c'est en fait le cardinal d'un produit cartésien de 2 ensembles, celui-ci et celui-ci. Donc en utilisant la propriété 1, on sait donc que c'est le produit des cardinaux. Et enfin, on va utiliser l'hypothèse de récurrence pour conclure. Rien de difficile. Deuxième théorème, le cardinal de l'ensemble des parties de E. Alors si vous considérez E un ensemble fini qui contient n éléments, eh bien l'ensemble de ces parties qu'on note P de E, son cardinal, il est égal à 2 puissance n. On va observer ce résultat ici sur un petit exemple, et ce qui nous permettra de revoir aussi ce que c'est que l'ensemble des parties de E. Prenons E un ensemble de cardinal 3, donc, et on note ces éléments A, B, C, qui peuvent valoir n'importe quoi. P de E, en fait, c'est un ensemble, et c'est l'ensemble des sous-ensembles de E. Alors, on va faire la liste de ces sous-ensembles. Premièrement, combien il y a de sous-ensembles de E qui ne contiennent aucun élément? Ben, il n'y en a qu'un seul, c'est l'ensemble vide. Ensuite, combien y a-t-il de sous-ensembles de E qui contiennent un élément? Bien, il y en a 3, qui sont le singleton A, le singleton B et le singleton C. Continuons. Comptons combien il y a de sous-ensembles de E qui contiennent 2 éléments. Il y en a 3 également, qui sont ces 3 ensembles, donc AB, BC et AC. Enfin, combien il y a de sous-ensembles de E qui contiennent 3 éléments? Ben, encore une fois, là, il n'y en a qu'un qui est en fait E lui-même. Finalement, P de E, c'est l'ensemble de ces sous-ensembles. Et quand on compte ici le nombre d'éléments qu'on a trouvé, eh bien, il y en a 8. Et c'est bien égal E à 2 puissance 3. Donc, voilà ce que nous dit le théorème. Encore une fois, ici, c'est presque plus le raisonnement qui apparaît dans la démonstration qui est important plutôt que le résultat lui-même. Alors, voyons comment on fait. Notons E l'ensemble des E1, E2 jusqu'à En, de sorte à ce qu'ici, N, ce soit le cardinal de E. Et on se pose la question de combien de façons on peut construire un élément de P de E, c'est-à-dire une partie de E. Bon, ici, schématiquement, construire une partie A de E, c'est juste prendre un certain nombre d'éléments de E, donc c'est se poser, chaque fois, pour chaque élément de E, c'est de se poser la question, est-ce que je le prends dans A ou est-ce que je le prends pas dans A? Je vais commencer par regarder E1. E1, soit je le prends dans A, soit je le prends pas. J'ai 2 possibilités. Ensuite, je vais faire la même chose avec E2. Donc attention, on va bien rajouter ce petit mot, puis, une fois notre choix fait de savoir si E1 il est dans A ou pas, eh bien, j'ai encore 2 possibilités. Je vais choisir si E2 est dans A ou pas. Donc j'ai 2 possibilités aussi. Là, on en a déjà 4, du coup, on a E1 est pris et E2 est pris, E1 est pris mais pas E2, E1 n'est pas pris et mais E2 oui, E1 n'est pas pris et pas E2. Ok, donc on comprend bien qu'ici, comme il y a un puits, c'est ce qu'on disait précédemment, on va multiplier le nombre de possibilités. Eh bien, ça, on va le faire ainsi de suite. Notre dernier choix se porte sur En. Là, on choisit si En, il est ou pas dans A. On a encore une fois 2 possibilités. Ok ? Entre chaque phrase, on a mis un puis, ce qui veut dire qu'on multiplie nos possibilités. Il y en a en tout 2 fois 2 fois 2, etc. C'est-à-dire 2 puissance n possibilités. Voilà, en fait, on peut aussi représenter ceci à l'aide d'un arbre. Donc le premier choix, c'est E1 est dans A ou E1 n'est pas dans A, 2 possibilités, et ainsi de suite.
On comprend bien qu'ici, notre arbre, il a en tout 2 puissance n branches. À noter une dernière chose, c'est que ici, ce chemin ici parcouru, quand je parcours ce chemin dans l'arbre, ça correspond à je n'ai choisi aucun élément dans A, c'est-à-dire en fait ici A c'est l'ensemble vide. Je vous rappelle que l'ensemble vide, c'est une partie de E. On va s'intéresser dans ce paragraphe à ce qu'on appelle les listes d'une partie. Donc on va, dans toute cette partie, grand E va désigner un ensemble de cardinal n, qu'on va noter E1, En, et P un entier naturel. Alors qu'est-ce qu'on appelle une P-liste de E? Bien c'est tout simplement un P-uplet d'éléments de E, c'est-à-dire un objet de cette forme-là, donc x1, xp, avec appartenant à E puissance P, donc tous vos xi ici, ils appartiennent à E. Okay. On va noter ceci à l'aide de parenthèses, et donc attention, quand on écrit ça comme ça, quand on écrit une liste, un P-uplet, eh bien l'ordre des éléments compte. Par exemple, si je considère le triplet 1, 2, 3, eh bien il n'est pas égal au triplet 2, 1, 3. À noter aussi que dans une liste, des éléments peuvent se répéter. On peut avoir 1, 1, 3, qui est un triplet d'éléments de E, pourvu que 1 et 3 soient dans E. Alors, ce qu'on appelle permutation de E, c'est une n-liste, donc attention, il y a n éléments, exactement comme dans E, où chacun des n éléments de E apparaît exactement une fois. Donc par exemple, si on considère l'ensemble E de 1, 2, 3, donc de cardinal 3, bien ce que j'appelle une liste, par exemple l'élément 2, 1 ou l'élément 1, 1, bien ce sont des deux listes, mais en fait on va plutôt parler de couple de E. Ou alors, par exemple, 1, 2, 3, c'est une 3 liste, ou plus simplement un triplet. Donc 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3 à 1, tout ça, ce sont des triples de E. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une permutation? Bien, c'est un triplet d'éléments de E, mais avec chaque élément qui n'apparaît qu'une seule fois. Donc ça, 1, 2, 3, c'est une permutation de E. Également, 2, 1, 3, par exemple, ou 3, 2, 1, etc., etc. Donc voilà ce qu'on appelle une permutation. Maintenant que j'ai défini les P-listes et les permutations, eh bien on va compter le nombre de P-listes de E. Eh bien le nombre de P-listes de E, c'est n puissance P. Démontrons tout de suite ce résultat. En fait, ici, rien de difficile. L'ensemble des P-listes de E, c'est en fait le produit cartésien de E par lui-même, P fois. Puisque une P-liste de E, c'est un P-uplet de E, donc un élément de E, croix E, croix E, croix E, etc. Et bien donc, l'ensemble des P-listes de E, c'est donc égal au cardinal de E puissance P, c'est-à-dire, d'après ce qu'on a vu précédemment, le cardinal de E à la puissance P, c'est-à-dire n puissance P, et notre résultat est démontré. Passons au deuxième point de ce théorème. On va regarder cette fois les P-listes d'éléments distincts de E. Donc c'est-à-dire les P-uplets, mais qui ne contiennent jamais deux fois le même nombre. Eh bien, on sait les compter, c'est n facteur de n-1 facteur de n moins p plus 1, enfin, etc., etc. C'est-à-dire, en fait, n factoriel sur n moins p factoriel. Démontrons ce résultat. On va compter le nombre de façons de choisir une P-liste d'éléments distincts de E. Alors, premièrement, on va choisir le premier élément de notre liste, celui qui va arriver ici. Eh bien, je peux choisir n'importe quel élément de E. Il y a n éléments de E, j'ai donc n possibilités. Une fois mon choix fait, je vais choisir le deuxième élément. Donc attention, on n'oublie pas, ici on met puis. C'est une fois le premier choix fait, je fais mon deuxième choix. Donc je choisis le deuxième élément de ma liste. Mais attention, je n'ai pas les n possibilités, je ne peux pas choisir tous les éléments de E, je peux les choisir tous sauf un, celui que j'ai choisi étant le premier élément de la liste, je ne peux pas le rechoisir. Je n'ai donc plus n possibilités, mais n-1. Une fois ces deux choix faits, je vais choisir le troisième élément. Donc je mets bien un puis, et là, je peux choisir tous les éléments de E, sauf celui que j'ai choisi comme le deuxième, et sauf celui que j'ai choisi comme le premier élément de la liste. Je n'ai donc plus que n-2 possibilités. Etc., etc. Je choisis le quatrième, etc., le cinquième. Puis, le dernier choix, c'est le payème. Alors, je vais choisir mon payème élément. Ça veut dire que j'en ai déjà choisi P-1. Ça veut dire que parmi mes n éléments de E initiaux, eh bien, je dois en enlever P-1 puisque je les ai déjà choisis comme étant le premier élément, le deuxième élément, etc. jusqu'au P-1e élément. Il me reste donc n-P plus une possibilité ici. Voilà, on a bien fait attention à écrire des puis dans nos phrases pour comprendre qu'en fait ces possibilités elles vont se multiplier. Finalement, le nombre de P-listes possibles,
Eh bien c'est n fois n-1 fois n-2, etc., etc., jusque n moins p plus 1. Si on multiplie et qu'on divise par n moins p factoriel, bien en faisant ça, au numérateur, je reconnais n factoriel. J'ai bien donc n factoriel sur n moins p factoriel. Voici pour le deuxième résultat du théorème. Enfin, le troisième point de notre théorème nous dit que le nombre de permutations de E, c'est n factoriel. Alors maintenant, là, il n'y a rien à démontrer, étant donné qu'une permutation de E, c'est une n liste d'éléments distincts de E. Eh bien, dans la proposition précédente, on a compté les p-listes d'éléments distincts de E, donc en fait, on applique le résultat du 2 au cas p égale n. On trouve que le nombre de permutations, c'est n factoriel sur 0 factoriel, en fait. Donc, n factoriel. Donc, on a directement ce résultat. Dans ce paragraphe, E désigne toujours un ensemble à n éléments et P un entier naturel. Ce qu'on appelle une P combinaison de E, c'est tout simplement une partie de E à P éléments. Donc attention, une P combinaison, c'est un ensemble, ok? C'est une sous-partie de E, donc l'ordre des éléments ne compte pas. Par exemple, si vous considérez cet ensemble-là, donc je reconnais que c'est un ensemble parce que je l'ai écrit avec des accolades, l'ensemble des éléments 1, 2, 3, eh bien c'est la même chose que cet ensemble-là, ok? C'est l'ensemble des éléments 1, 2, 3 également, juste je les ai écrits dans un autre ordre. Ok, donc attention à ne pas confondre les P uplés et les P combinaisons. On va tout de suite démontrer le théorème suivant qui nous dit que le nombre de P combinaisons d'un ensemble à n éléments, c'est tout simplement P parmi n. On va démontrer ce théorème. Alors pour certains, c'est peut-être la première fois, donc on sait, vous l'utilisez depuis le lycée en fait, que le nombre de P combinaisons c'est P parmi n. On va démontrer pourquoi c'est vrai. La démonstration n'est pas évidente, on ne peut pas y penser sauf en l'ayant déjà vu au moins une fois dans sa vie. On va noter UNP, le nombre de P combinaisons de E, et l'idée en fait ça va pas être de compter ça, mais de compter les P-listes d'éléments distincts de E de deux façons différentes. Alors la première en fait c'est celle qu'on vient de faire dans le théorème précédent, en fait dans le deuxième point du théorème, qui nous a donné le nombre de P-listes d'éléments distincts de E. On le sait, c'est n factoriel sur n moins p factoriel, donc d'après le théorème précédent. Deuxième méthode, on va utiliser en fait le nombre de P combinaisons. Alors cette fois-ci, au lieu de choisir le premier élément de la liste, puis le deuxième, puis le troisième, etc., comme on avait fait dans la démonstration précédente, on va commencer par choisir les P éléments qui seront dans notre liste. Donc je prends tous les éléments de E, il y en a n, et juste je choisis les P qui vont apparaître dans ma liste. Mais je ne les ordonne pas pour l'instant, juste je les choisis. Donc d'après la définition des P combinaisons, c'est le choix de P éléments parmi n en fait, c'est-à-dire c'est UNP. Puisque ce choix des P éléments, en fait, c'est choisir une partie de E qui contient P éléments, justement. Une fois qu'on a fait ça, puis, une fois ces éléments choisis, donc notons-les x1, xp, ce sont p éléments parmi les n éléments de E que j'ai choisis et qui vont apparaître dans ma liste, on va décider de leur ordre dans la liste. Donc choisir si mon x1 je le mets en première position ou en deuxième position ou en pème position, si mon x2 je le mets en première, deuxième, etc. En fait, il s'agit donc de choisir une permutation de ces p éléments. J'ai donc P factoriel possibilité pour le faire. Mais en effet, quand on y réfléchit, encore une fois, x1, vous pouvez le mettre partout, donc il y a P possibilités pour x1. Une fois qu'il est placé, x2, vous n'avez plus que P-1 possibilités, et ainsi de suite, effectivement, ça fait bien, P factoriel possibilités. Et finalement, on a bien mis un puis entre ces deux phrases, ce qui veut dire que le nombre de P-listes d'éléments distincts s'obtient en multipliant les possibilités que j'ai, c'est-à-dire le nombre de P-listes d'éléments distincts de E, c'est UNP fois P factoriel. Finalement, ici, je sais que c'est égal aussi à n factoriel sur n moins p factoriel. J'ai donc l'égalité suivante et j'obtiens donc mon nombre de combinaisons en divisant par p factoriel. C'est-à-dire, en fait, je reconnais le coefficient binomial p parmi n. On va terminer cette vidéo par faire un lien entre cardinaux et applications. Donc dans cette partie, E est un ensemble qui contient P éléments, donc on va noter E1, EP, donc un ensemble de cardinal P, fini, et F, un ensemble de cardinal N. On va également se munir de petit f, une application de E dans F. Commençons par énoncer quelques remarques.
Premièrement, qu'est-ce qui se passe si le cardinal de E il est strictement plus grand que le cardinal de F? Bien, regardez, par exemple, cet élément est envoyé sur celui-ci, cet élément sur celui-ci. Ici, ça y est, tous les éléments de E, de F ont un antécédent. Cet élément-là de E, je suis obligée de l'envoyer sur celui-ci ou l'autre, etc., etc. Donc en fait, ici, j'ai forcément une application qui n'est pas injective. En effet, par l'absurde, si F était injective, alors les images F de E1, F de EP seraient toutes distinctes. Ce qui voudrait dire qu'il y a P éléments distincts de F, et c'est impossible puisque F ne contient que N éléments qui est plus petit que P. Une autre façon de voir les choses que j'aime bien dire à mes élèves, c'est que si vous essayez de ranger un nombre de chaussettes dans une commode qui contient un nombre de tiroirs plus petit, vous allez forcément avoir des tiroirs qui contiennent plusieurs chaussettes. Si vous mettez 10 paires de chaussettes dans une commode à 5 tiroirs, il y a forcément un des tiroirs de votre commode qui contient au moins 2 paires de chaussettes. Donc F ne peut pas être injectif dans ce cas. Deuxièmement, si cette fois-ci le cardinal de E il est strictement plus petit que le cardinal de F, et bien là vous voyez bien ce qui se passe, je vais associer mes éléments de E à un élément de F, mais forcément il va rester des éléments de F qui ne vont pas avoir d'antécédents puisqu'il y en a trop peu. Je vais avoir mes F de E1, F de EP en trop petit nombre pour prendre toutes les valeurs de F, et donc F ne sera pas surjective. Encore une fois, si vous rangez cette fois-ci 5 paires de chaussettes dans une commode à 10 tiroirs, il y a forcément des tiroirs de votre commode qui sont vides. Votre application n'est pas surjective. Finalement, tout ça pour dire que si je veux que F soit une bijection, eh bien je n'ai pas le choix. Il faut que on n'ait ni ça ni ça. En fait, il faut que F soit injective et surjective. C'est-à-dire, en fait, je ne peux avoir que N égale P pour avoir une bijection. Toujours avec cette métaphore des tiroirs et des chaussettes, si vous avez une commode qui contient un certain nombre de tiroirs et que vous voulez que dans chaque tiroir, il y ait exactement une seule paire de chaussettes, il faut bien que votre nombre de chaussettes soit égal au nombre de tiroirs. Ça paraît logique. On vient donc de dire que pour avoir une application entre E et F, il fallait nécessairement que E et F soient de même cardinal. Bien justement, considérons E et F de même cardinal. On a le résultat suivant. Si F est injective, alors nécessairement elle est aussi surjective et donc bijective. Également le deuxième résultat qui nous dit que si F est surjective, en fait elle est aussi injective et bijective. On va démontrer rapidement ces résultats. On va démontrer ça d'ailleurs par une seule phrase à chaque fois. Donc dans le premier cas, si F est injective, ça veut dire que les F de EI, F de E1, etc. jusqu'à F de EN, ne prennent jamais 2 fois la même valeur, donc prennent N valeurs distinctes. Autrement dit, si je considère cet ensemble-là, c'est un ensemble à N éléments et qui est nécessairement inclus dans F. Du coup, c'est en fait F puisque il a le même cardinal que F. Autrement dit, tous les éléments de F s'écrivent comme des F de EI, donc tous les éléments de F ont bien un antécédent par notre application petit f, ce qui veut dire que notre application elle est bien surjective. Et donc puisqu'elle était aussi injective, elle est bijective. Voilà pour le premier résultat. Pour le deuxième point du théorème, donc on suppose que F est surjective, on va montrer qu'elle est aussi injective. Bien raisonnons par l'absurde. Ça veut dire que j'ai 2 éléments de E qui vont avoir la même image. Donc notons-les, quitte à les renuméroter, disons que c'est E1 et E2. Bien dans ce cas-là, si je regarde l'ensemble des images des F de EI, enfin des images de EI, étant donné que ces 2 éléments sont égaux, il est égal plus simplement à ceci. Je peux enlever F de E1 ou F de E2. Okay. Et peu importe la valeur de mes autres F de EI, en fait, ceci aura au maximum n-1 éléments. Autrement dit, ici sur mon schéma, même si tous les autres éléments sont envoyés sur des éléments de F distincts, étant donné qu'il y en a un de moins, il y en a forcément un ici qui va rester sans antécédent. F n'est pas égal à ça, le cardinal de F est plus grand que le cardinal de cet ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un élément au moins dans F qui ne peut pas s'écrire comme l'image par F d'un élément de E. Ce qui veut dire qu'en fait, F n'est pas surjective et on aboutit à une contradiction. Finalement, ce que nous dit ce théorème, c'est que dans le cas où le cardinal de E est égal au cardinal de F, on a les équivalences suivantes. Être injectif est équivalent à être surjectif, donc c'est équivalent aussi à être bijectif.
Autrement dit, quand vous êtes dans ce cas-là, quand vous avez les cardinaux de vos ensembles qui sont égaux, bien pour démontrer qu'une application est bijective, on peut au choix démontrer qu'elle est injective ou qu'elle est surjective. Enfin, on va terminer cette vidéo par une petite remarque. On connaît le nombre d'applications de E dans F, où E est de cardinal P et F de cardinal N, eh bien c'est tout simplement N puissance P, c'est-à-dire cardinal de E puissance cardinal de F puissance cardinal de E. Ce qui justifie d'ailleurs en fait la notation F puissance E pour désigner l'ensemble des applications de E dans F. C'est vrai que le fait qu'on ait ceci, on comprend pourquoi on note l'ensemble des applications de cette manière-là. Alors pourquoi? C'est simple en fait, choisir une application de E dans F, ça revient à choisir les images des éléments de E en fait, qui seront des éléments de F. C'est-à-dire choisir quel élément de F sera égal à F de E1, quel élément de F sera égal à F de EP, de E2, etc. etc. C'est-à-dire en fait choisir une P-liste de F. F contient n éléments. On a vu précédemment que le nombre de P-listes d'un ensemble à n éléments, c'était n puissance P, d'où n puissance P possibilités.